Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, depuis plusieurs années, nos concitoyens, les professionnels de santé et les élus de nos territoires tirent la sonnette d'alarme sur la désertification médicale. Chaque jour, des Français doivent renoncer à se soigner, faute de médecins généralistes ou spécialistes à proximité de leur domicile. Les raisons de cette situation critique sont multiples et nous les connaissons tous depuis le temps. Depuis le début de cette législature, des députés de tous bords politiques se sont donnés comme objectif de résoudre ce problème concret auquel sont confrontés des millions d'entre nous. Chaque mercredi, nous nous sommes réunis autour de notre collègue Guillaume Garot, d'abord pour écouter les propositions de tous les acteurs concernés, des syndicats de médecins aux associations de patients ou d'élus. Ensuite, pour travailler tous ensemble, au-delà de nos divergences politiques, à des solutions concrètes pour mettre fin aux déserts médicaux. Le fruit de nos dizaines d'auditions et de ce travail transpartisan a été présenté mercredi dernier lors d'une conférence de presse. Nous ne pouvons plus laisser les Français renoncer à des soins faute de médecins. Et à ce titre, il nous semble nécessaire de mettre en place une politique de régulation, au moins temporairement. Il y a 5 ans, nous étions peu nombreux à l'appeler de nos vœux. Aujourd'hui, des députés des oppositions et de la majorité se rejoignent pour travailler ensemble dans l'intérêt général. Monsieur le ministre, votre gouvernement et Madame la Première ministre encore il y a peu disent depuis 6 mois qu'ils souhaitent bâtir des majorités d'idées au-delà des différences partisanes. Alors, comme Madame la Présidente de l'Assemblée, vous avez aujourd'hui une possibilité inédite sur un sujet essentiel pour des dizaines de millions de Français. Êtes-vous disposé à travailler avec nous pour mettre en place une politique de régulation afin de mettre un terme à la désertification médicale? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aviragnet, nous aurons à discuter, bien entendu, des différentes propositions issues de ce groupe transpartisan et je me réjouis d'avoir un débat que j'espère apaisé et non doctrinaire sur le sujet. Vous le savez, je me suis exprimé à plusieurs reprises, je ne suis pas favorable à des méthodes coercitives, non par doctrine, mais parce qu'elles ne fonctionnent pas, comme cela nous a été montré dans de nombreux pays. C'est en plus un refus global de l'ensemble des professionnels, y compris les jeunes représentés au sein du collectif pour la santé demain, que j'ai rencontré ce matin. J'aurai donc à cœur de vous démontrer, de vous convaincre que ces propositions à base de coercition ne fonctionnent pas et surtout de vous en proposer d'autres qui sont issues des différents travaux des CNR actuellement et que nous travaillons avec les professionnels. Lutter contre toutes les inégalités d'accès à la santé, vous le savez, c'est un de mes objectifs principaux, non seulement à court terme, mais également à moyen et long terme. Il y a danger à avoir des solutions qui semblent adaptées aujourd'hui et qui seraient extrêmement néfastes demain. Malheureusement, la mise en place du numerus clausus et de certains modes de financement nous ont montré que des erreurs qui pouvaient sembler un jour de bonnes solutions ont plombé pour de nombreuses années notre système de santé. Redonner du temps médical est certainement une des solutions les plus rapides et les plus efficaces. Cela passe par le partage de compétences, les simplifications administratives, le maintien en activité du tiers de médecins généralistes qui ont aujourd'hui plus de 60 ans. Je tiens également à saluer le travail qui a été fait par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, là aussi transpartisan et qui pour autant n'a pas retenu la coercition ou des mesures un peu brutales entre guillemets de régulation de l'installation. Mais je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en discuter et d'échanger sur ces différents sujets. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Nous conviendrons tous que la corruption est insupportable, d'où qu'elle vienne. Elle accroît inexorablement la défiance citoyenne. Certes, les mécanismes de contrôle et d'encadrement qui entourent la sphère institutionnelle ne peuvent rien contre la cupidité criminelle et les lobbyistes corrompus détourneront la loi. Pour autant, nous devons interroger nos propres règles, vérifier la pertinence et l'efficacité des lois de 2016 et 2017 et ne pas redouter des obligations générales pesant sur les élus que nous sommes.
Il est trop dangereux pour la démocratie de laisser prospérer un sentiment d'impuissance du citoyen face à un pouvoir qui agirait d'abord pour les représentants d'intérêts des puissants et des forts. Le décret d'application de la loi Sapin II du 9 mai 2017, signé par le Premier ministre, vient réduire, pour ne pas dire bloquer, la portée du dispositif législatif de prévention de la corruption et laisse ouverte la voie aux lobbyistes sans scrupules et aux lobbyistes puissants. Cela est dénoncé ici sur tous les bancs. Alors, sans tourner le dos à la société de confiance, êtes-vous prête à amplifier notre politique de prévention et de lutte contre la corruption et, pour commencer, à revoir avec nous le décret problématique de 2017 ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Untermaier, les faits que vous évoquez sont des faits graves. Il appartient aux institutions européennes de faire la lumière et d'en tirer les conséquences. Vous interrogez le gouvernement, Madame la députée Untermaier, sur le cadre qui est en vigueur chez nous en France, dans le cadre notamment de l'encadrement de l'activité des représentants d'intérêts. La loi Sapin II, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, à la modernisation de la vie économique, a confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la gestion d'un répertoire des représentants d'intérêts, avec, comme vous le savez, l'ambition d'établir plus de transparence sur ces activités, mais aussi de leur donner un cadre déontologique commun. La Haute Autorité, vous m'autoriserez à la citer, la HATVP, se félicite de ce fonctionnement. Dans le dernier rapport d'octobre 2021, elle soulignait, je pense que c'est intéressant de le partager avec vous, que près de 40 000 activités de lobbying ont été déclarées. La Haute Autorité souligne aussi que notre dispositif national est l'un des plus étendus au monde. L'un des. Pour autant, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique formule aussi plusieurs propositions d'amélioration, et notamment de préciser les autres décisions publiques placées dans le champ de la déclaration des représentants d'intérêts, qui pourraient créer une forme d'incertitude juridique. Alors, Madame la députée Cécile Untermaier, sur ce dernier point, la notion d'autres décisions publiques visait en effet à créer une catégorie balai parmi les décisions influencées déclarées par les représentants d'intérêts. Et cette rédaction de l'annexe, pour être précise et vous répondre avec précision, au décret de 2017 visait à préserver une forme de souplesse dans la mise en application de la loi pour des raisons individuelles qui relèvent pas d'une catégorie aisément identifiable. Parmi les améliorations, il y a la révision du décret de 2017 et je tiens à vous dire que le gouvernement est disposé à réinterroger cette rédaction et à travailler avec les députés qui le souhaiteraient pour plus de transparence. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Untermaier. Je vous remercie pour cette réponse qui réjouira, je pense, un certain nombre de députés sur ces bancs. Et je ne manquerai pas, avec mon groupe, de vous transmettre une note vous rappelant les dispositions que nous souhaiterions voir modifiées dans ce décret. Madame la Première ministre, ils avaient 23 ans. Ils sont morts pendus, exécutés en public pour l'un d'entre eux par le régime des mollahs iraniens pour crimes de guerre contre Dieu. Ils avaient un nom, Mohsen Sekhari et Majid Reza Rahnavard. En leur mémoire, j'aimerais que le Sénat respecte quelques instants de silence. Nous pouvons craindre qu'ils ne soient que les premiers d'une longue liste. En effet, le régime iranien a annoncé, via une justice expéditive, avoir condamné 9 autres personnes à la peine capitale dans le cadre des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini. La répression s'abat, aveugle, violente, sanglante. Depuis le début de la contestation, plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées, plusieurs centaines sont mortes, 400 viennent d'être condamnés à des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Les séides du régime veulent écraser un mouvement populaire où les femmes sont en première ligne, où l'émancipation est le but. Femmes, vie, liberté, ce slogan est porteur des espoirs d'un peuple. Nous devons être à la hauteur de cet espoir. Le 10 novembre dernier, ma collègue Marie-Arlette Carlotti vous interpellait pour demander que la France exige l'exclusion de l'Iran de la Commission de la condition de la femme à l'ONU. Malgré le retard, je suis heureux que votre gouvernement ait fini par écouter cette juste revendication. Cette exclusion est actuellement en débat à New York. Certes, des sanctions ont été prises par l'Union européenne. Certes, les condamnations internationales existent.
mais sont-elles suffisantes devant l'ampleur de la répression? Mes chers collègues, un baril de pétrole vaut-il plus que le sang d'un manifestant? Aussi, ma question est simple. Alors que le peuple iranien se bat pour les droits humains, comment la France peut-elle l'aider? Comment la France peut-elle agir au sein de l'Union européenne pour que la répression cesse et que la jeunesse iranienne, éprise de liberté, remporte son combat de lumière contre l'obscurantisme? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Première ministre, Madame Borne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Patrick Kanner, femme, vie, liberté, ce slogan est né en Iran, mais il a très vite dépassé les frontières. Ces trois mots sont des symboles puissants et un appel à la liberté. En Iran, le régime dénie leurs droits aux femmes. Il les cible pour ce qu'elles sont. L'oppression que subissent les femmes ne date pas de la mort tragique de Mahsa Amini. Elle s'incarne dans les lois du pays. Port du voile obligatoire, mariage précoce dès la puberté, interdiction de l'avortement, crime d'honneur. En Iran, devant les tribunaux, la parole d'une femme vaut la moitié de celle d'un homme. Contre la négation de ces droits humains, un mouvement de protestation est né qui ne faiblit pas, qui s'est étendu à toute une partie de la jeunesse et se poursuit depuis maintenant 2 mois. Il se poursuit malgré la répression violente qui a fait plus de 500 morts, dont des dizaines d'enfants. Au moins 15 000 personnes ont été arrêtées. 2 Iraniens ont déjà été condamnés à mort et exécutés à la suite de leur participation aux manifestations. Il se poursuit malgré l'emprisonnement de journalistes toujours plus nombreux. Le président de la République a eu l'occasion de dire notre admiration, notre respect et notre soutien à celles et ceux qui défendent les droits fondamentaux en Iran. Qu'il me soit permis, au nom du gouvernement, de leur rendre hommage, de leur dire que nous sommes avec eux. Face à la gravité de la situation, la France n'est pas impassible. Nous agissons, Monsieur le Président Kanner, de manière forte, ferme et résolue. Avec nos partenaires européens, nous avons envoyé lundi, pour la 4e fois, un signal puissant d'unité et de fermeté aux autorités iraniennes. Nous avons encore élargi la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives en y ajoutant 20 membres du régime ainsi que la radio-télévision iranienne IRIB. Nous prenons des sanctions significatives, gel des avoirs, interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union et interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition des personnes et entités concernées. Notre ligne est claire, nous mettrons tout en œuvre pour que le régime iranien sorte de sa logique de répression. Nous avons ainsi adopté il y a 2 jours de nouvelles conclusions du Conseil de l'Union européenne sur l'Iran qui établissent un cadre d'action européen d'une grande fermeté. Enfin, nous soutenons les aspirations démocratiques du peuple iranien. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a remis samedi, avec son homologue allemande, le prix franco-allemand des droits de l'homme à Mahsa Amini et aux femmes iraniennes. Ces efforts, nous les poursuivrons sans nous laisser intimider. Le régime cible nos ressortissants. Certains sont détenus dans des conditions inacceptables. Nous continuons à exiger leur libération. Ceux qui se trouvent en Iran ou envisagent de s'y rendre s'exposent à des risques de détention arbitraire. Je veux donc ici renouveler mon appel à la plus grande vigilance. Monsieur le Président Kanner, je le redis, la France est et restera aux côtés de toutes celles et tous ceux qui combattent pour la liberté, pour les droits humains. Je vous remercie. Monsieur le Président Kanner. Attendez. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, nous avons ici au Sénat soutenu l'Arménie. Nous avons ici au Sénat soutenu l'Ukraine. Nous voulons aussi soutenir le peuple iranien dans son combat pour la liberté. J'aimerais qu'un jour ce peuple puisse faire sien ce beau poème de 1942 de Paul Éluard, « Liberté, j'écris ton nom ». Monsieur le Président, Madame la Ministre, pour répondre aux difficultés qu'il a lui-même créées, le gouvernement vient, par voie d'amendement au projet de loi de finances 2023, d'instaurer un reste à charge pour les salariés qui mobilisent leur compte personnel de formation.
Sur le fond, tout d'abord, les Français qui utiliseront leur CPF pour financer une action de formation, un accompagnement vers la VAE ou un bilan de compétences se verront désormais appliquer une franchise. Seules 2 possibilités d'exonération du ticket modérateur sont prévues. En somme, on est très, très loin de ce que vous nous survendiez en 2018 avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Lorsque vous prétendiez, je cite, vouloir libérer les salariés et leur offrir plus de droits. Il faut le dire, c'en est fini du CPF, dispositif construit par les partenaires sociaux en vue de permettre aux salariés d'établir leur parcours professionnel. Votre mesure est totalement injuste et viendra éloigner encore plus de la formation les salariés aux petites rémunérations et qui sont souvent ceux qui y ont le moins accès. Les mêmes que vous voulez faire travailler jusqu'à 65 ans et donc faire payer pour se former et rester dans l'emploi. Quant à la forme, on ne décide pas comme ça, un week-end, en pleine nuit, de remettre en question la formation professionnelle. Ceci à coup de 49.3 sans avoir échangé avec les partenaires sociaux. Alors que ces derniers vous ont remis très récemment des propositions concrètes. Madame la ministre, vous engagez-vous enfin à les écouter en vue de mettre en œuvre des mesures justes de régulation du CPF qui permettent de concilier équilibre financier et développement des compétences? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle. Madame Grandjean. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, de quoi s'agit-il? Il s'agit de revenir à l'esprit du compte personnel de formation. D'abord, en impliquant davantage les bénéficiaires du compte personnel de formation dans leur choix de formation pour en faire un acte réfléchi lié à un projet professionnel. Cette disposition, elle s'intègre dans une logique globale. Je le disais tout à l'heure, elle est portée par le gouvernement depuis plusieurs mois et vise à corriger des dérives et des fraudes relatives au système de formation professionnelle. Des dispositions dont le Parlement a déjà eu à connaître et à débattre ont d'ailleurs été adoptées. Pour cela, nous nous sommes également inspirés des propositions faites dans votre propre rapport concernant la soutenabilité financière de France Compétences, co-rédigé avec vos collègues Frédérique Puissat et Martin Lévrier, visant à mettre en place un reste à charge au compte personnel de formation. Pour ces raisons, le gouvernement a déposé début novembre, en première lecture à l'Assemblée nationale, un amendement visant à mettre en place un mécanisme de régulation du compte personnel de formation pour attendre la fin des négociations avec les partenaires sociaux. Vous l'avez modifié au Sénat pour poser directement le principe d'un reste à charge et le gouvernement a souhaité proposer en seconde lecture un amendement d'équilibre qui pose le principe de participation du titulaire mais aussi de cas d'exonération pour les demandeurs d'emploi et en cas d'abondement par l'employeur dans les formations qui sont proposées. C'est donc sur cette base aujourd'hui que les concertations vont s'engager avec les partenaires sociaux, les parlementaires, les acteurs de la formation pour s'assurer que la participation de la personne ne constituera pas une barrière à la mobilisation des droits. Je vous remercie. Madame la sénatrice. Madame la ministre, je ne voudrais pas être désagréable, mais je sais très bien ce qu'il y a dans notre rapport sénatorial. Et vous ne pouvez pas dire ce que vous venez de dire et déformer nos écrits. Non, nous n'avons pas évidemment et décidément les mêmes valeurs. Car pour moi, le dialogue social, c'est la concertation, c'est l'écoute, c'est l'échange et les recherches de solutions avec les partenaires sociaux. Une fois de plus, vous avez fait les choses sans eux, alors qu'ils ne sont pas opposés à des mesures permettant d'améliorer le système actuel. Où est la justice sociale dans ce que vous imposez? Nulle part. Vous ne voulez rien co-construire, vous voulez obliger les salariés à tirer un trait sur leurs droits sociaux et à payer pour se former. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et porte sur la mise en œuvre de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050 et sur la réduction de moitié d'ici à 2030 du rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Si nous ne contestons pas les objectifs de sobriété foncière et de préservation environnementale de cette réforme structurante pour nos territoires, des points de crispation demeurent, portant à la fois sur la méthode employée, largement descendante, et sur le fond des dispositifs. Cette première étape du ZAN s'est opérée dans la plus grande confusion, générant incompréhension et inquiétude chez beaucoup d'élus. Le Sénat s'est à nouveau saisi de cette problématique en lançant une mission conjointe de contrôle. La proposition de loi issue de ces travaux doit permettre une évolution rapide du cadre juridique du ZAN et dans son déploiement de tendre vers davantage de discernement, de pragmatisme et de bon sens. Nous attendons ainsi du gouvernement des engagements clairs sur la temporalité avec la révision du calendrier des modifications des documents de planification, sur la gouvernance. Une grande partie des élus demeurent écartés des négociations, ce qui est inadmissible.
Je rappelle que de nombreux départements restent totalement ou partiellement dépourvus de SCOT, schéma de cohérence territoriale, d'où l'absence d'élus siégeant à la conférence régionale des SRADET. Il faut renforcer la concertation entre régions, SCOT et bloc communal en dotant le ZAN d'une gouvernance plurielle, partagée et décentralisée. Sur la différenciation, en garantissant la prise en compte des particularités du monde rural et les spécificités territoriales, efforts passés, projets de développement local, spécificités des zones littorales et de montagne. Pour préserver le droit à construire des communes rurales, ne faut-il pas laisser à la libre appréciation de leurs élus une surface minimale garantie par le SCOT? Enfin, la logique du ZAN étant celle d'une densification de l'habitat, que pensez-vous de l'opportunité de lancer un programme national et complémentaire de réhabilitation du bâti ancien en centre-bourg? Pour vous répondre, la parole est à M. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lozach. Je pense qu'entre la première question au gouvernement à laquelle j'ai eu l'honneur de répondre dans cet hémicycle sur le ZAN au mois de juillet et aujourd'hui, je dois être rendu à presque une trentaine d'heures d'échanges avec la Chambre haute sur le sujet et la dernière en date à l'invitation de la présidente Valérie Létard, juste avant que la présentation de la PPL ait lieu aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs groupes. Nous avons même échangé ensemble il y a peu de temps sur le sujet. J'ai rencontré les associations d'élus et j'attends, dans les minutes qui viennent, la fumée blanche du texte que le Sénat va proposer pour faire en sorte d'amender le dispositif dans l'esprit d'ouverture que le gouvernement a indiqué depuis le début du mois d'août, quand il a suspendu la mise en œuvre des décrets de la fin du mois d'avril. Je vous rappelle les étapes qui sont calées. Pour ce qui relève du pouvoir réglementaire, la réécriture des décrets est prévue pour le début de l'année prochaine. Nous avons fait travailler les agences d'urbanisme et les associations de maires pour déterminer la granularité, la manière d'aller écrire ce qui relève des espaces naturels et agricoles. La Première ministre a eu des mots extrêmement clairs en clôture du Salon des maires, à la fois sur les grands projets d'envergure nationale et sur la garantie rurale. Ce qui nous importe, c'est d'abord de rappeler, et je ne doute pas, compte tenu de vos propos, que tous nous sommes convaincus de la nécessité de la sobriété foncière. Nous ne pouvons pas continuer à un rythme d'artificialisation qui bouge nos nappes phréatiques, qui crée des îlots de chaleur et qui nous empêche demain de préserver des espaces agricoles dont nous avons besoin, y compris pour notre souveraineté alimentaire. Dans le même temps, il nous faut mieux associer les élus parce que dans la façon dont le texte a été rédigé, dans les mises en œuvre qui sont envisagées, il suscite aujourd'hui des inquiétudes. Certaines sont fondées, d'autres ne le sont pas. Le meilleur exemple, c'est que des milliers de communes sont déjà en situation de zéro artificialisation nette sans le savoir, ou qu'elles soient en zone inondable, ou qu'elles soient cernées par des AOC, ou qu'elles soient en RNU. Donc je me réjouis du fait qu'on aura très vite l'occasion de débattre non plus du principe, mais des modalités.